Ça la rend assez difficile, la promotion de la construction de la paix environnementale sensible au climat et de l'action climatique sensible au conflit dans la pratique. Et donc, cette session, cette table ronde se penchera sur les raisons de la persistance de ces fragmentations, mais aussi des exemples de bonnes pratiques et des opportunités pour développer des réponses plus intégrées. Et pendant cette table ronde, les panélistes essaieront de fournir aussi des recommandations sur la manière de combler ces écarts entre les réponses climatiques, environnementales et sécuritaires au Sahel. Pour ce faire, je suis très heureux d'être accompagné d'Al-Mustafa Amadou, chef de mission adjoint du HD Center, Center for Humanitarian Dialogue au Sahel. On attend encore Madame Sikadiatou Diallo, chef de service environnement de résilience climatique de l'autorité Liptako-Gourma. J'espère qu'elle va pouvoir nous joindre le plus rapide. On a aussi chez nous Roshin Drurituli, chargé de programme changement climatique, environnement et sécurité au service des instruments de politique étrangère de l'Union européenne. Et enfin aussi avec nous, Holly Brown, conseillère principale en matière de sécurité, ressources naturelles et changement climatique chez TrustWorks Global. J'ai demandé à chaque panéliste de préparer quelques remarques de réflexion sur ces questions. Chacun parlera entre 5 à 7 minutes avec une présentation. Et après, j'ai demandé à Holly Brown de conclure la table ronde avant d'ouvrir la discussion pour les questions du public. Il me reste encore de juste partager un message clé pour la conférence. C'est que nous demandons de maintenir une conduite professionnelle à tout moment et que la discrimination, le harcèlement ou toute forme de comportement inapproprié ne sera pas toléré dans ces discussions. Voilà, euh, comme ça, on peut commencer notre discussion. Cher Al-Mustafa, merci de nous joindre aujourd'hui et j'aimerais commencer avec vous. Pourriez-vous nous donner votre réflexion sur ces défis et des opportunités aussi pour la consolidation de la paix environnementale au niveau local et comment les bonnes pratiques peuvent être mieux soutenues pour rencontrer les difficultés et pour aussi intensifier ces approches euh, comme votre organisation a déjà implémenté dans la région. J'ai compris que vous avez préparé une présentation, donc vous pouvez partager la présentation quand vous êtes prêt. Merci. On voit votre écran. Je ne sais pas si on vous entend déjà. Allô? Oui, voilà, ça marche. Merci beaucoup. Ça marche? Vous Oui, m'entendez? on vous entend. Très bien. Je vous remercie beaucoup de m'offrir cette occasion de partager le peu d'expérience qu'on a connue en matière de médiation agropastorale au Sahel. Je m'appelle Al-Mustafa Amadou Maïga et je suis le chef de mission adjoint de HD au Sahel. Donc, depuis 2015, on est en train de mettre en œuvre un projet qu'on appelle médiation agro-pastorale. Donc, pour commencer, je vais commencer par quelques mots sur le changement climatique. Le changement climatique, c'est ces dernières années qu'on est en train de parler, peut-être que parce que les médias en parlent beaucoup, mais au Sahel, ce changement climatique ne date pas d'aujourd'hui. Ça date des années 1970. Je ne sais pas si vous voyez cette figure que je vous ai présentée. C'est une figure qui représente les relevés pluviométriques au Sahel de 1900 à 2010. Vous voyez la On, figure? on voit la figure, mais si vous pouvez, je pense vous devez encore vraiment présenter parce qu'on voit votre écran en fait pour le moment. Vous ne voyez pas la figure?
On le voit, mais pas très bien. Donc, on voit votre écran, on voit aussi votre boîte de réception, par exemple. Donc, si vous pouvez agrandir l'image, ce sera mieux pour... Ok, désolé. Com- pas de souci. Oui, voilà, ça va. Ça va? Voilà, parfait. Merci beaucoup. Oui, Tout va bien. Merci beaucoup. Donc, cette figure, vous voyez, ça se divise en deux parties. Une partie dans laquelle il y a beaucoup de bleu et une partie dans laquelle il y a beaucoup de rouge. Ça veut dire qu'avant les années 70, le Sahel était caractérisé par plusieurs années de bonne pluviométrie intercalées de quelques mauvaises années. Et depuis les années 80, depuis les années 70, cette situation a changé. On a plutôt une succession de mauvaises années intercalées par quelques bonnes années. Et ceci n'est pas sans impact sur les ressources et les conflits. Donc, euh, quand le climat s'échauffe et que la pluviométrie diminue, ça se ressent sur les, la disponibilité des ressources. Et cette disponibilité des ressources a des effets. Par exemple, si la pluviométrie diminue et que les rendements des sols baissent, les effets visibles euh, de cette diminution de la pluviométrie, c'est la baisse des rendements au niveau, par exemple, des cultivateurs. Et pour compenser cette baisse de rendement, les cultivateurs tendent à augmenter les superficies. Et de l'autre côté aussi, n'oublions pas que la population d'Israël est en train d'augmenter. Donc, il se joue ici un peu ce qu'on appelle la loi de l'offre et de la demande. Sur le plan économique, quand l'offre est inférieure à la demande, on dit qu'il y a des tensions sur les prix. Sur le plan social, quand l'offre est inférieure à la demande, il y a des tensions sociales et des conflits. Donc, quand la pluviométrie diminue et que le rendement des sols diminue, les communautés, surtout les cultivateurs, ont tendance à augmenter les superficies cultivables. C'est ça qui les amène à grignoter souvent les espaces qui les séparent de leurs voisins. Et ce grignotage amène souvent que tu vas cultiver jusqu'à rentrer chez ton voisin. Et là, c'est des conflits entre agriculteurs. De l'autre côté, là où il y a des espaces ou des couloirs de passage pour animaux, les paysans installés à côté de ces espaces vont essayer de les occuper ou de les grignoter. Et là, quand les animaux passent, souvent, ça tombe sur les cultures et ça dévaste. Et là, ça engendre des conflits entre agriculteurs et pasteurs. De l'autre côté aussi, la diminution des ressources au niveau du pastoralisme, ça augmente l'amplitude du mouvement des animaux pour aller chercher les ressources. Et c'est ce qui amène le Sahel maintenant à descendre jusqu'au bord de la mer, s'il faut le dire, dans les pays côtiers. Et ces gens qui descendent vers les pays côtiers viennent avec leur culture, souvent n'utilisent pas les chemins de passage, souvent ne comprennent même pas quelles sont les règles qui régissent ces ressources dans ces nouveaux pays. Et souvent, c'est un choc culturel entre les populations d'accueil et des dévastations qui engendrent les conflits entre populations d'accueil et populations en déplacement, ça veut dire les pasteurs. Et pour finir cette partie, euh, les changements de techniques, parce que on n'arrive plus à s'en sortir avec les anciennes techniques, on change de technique de production. Je prends exemple les pêcheurs. Il y a un conflit présentement qui n'a pas été résolu, qui s'est déroulé entre deux communautés au Cameroun et il y a eu plusieurs morts et les deux communautés se sont déplacées au Tchad, ils sont dans les environs de N'Djamena. Je parle des Arabes Showa et des pêcheurs Mousgoun. Puisque les poissons se raréfient, les pêcheurs ont changé de technique de pêche. Au lieu d'utiliser des filets de pêche, ils partent dans les lits des rivières, ils creusent des puisards. Quand l'eau monte, le poisson rentre dans ces puisards. Quand l'eau se retire, le poisson est emprisonné dans ces puisards.
Et là, à un moment donné de l'année, c'est le seul point d'eau. Quand les animaux viennent boire, ils ne savent pas la profondeur, ils tombent et ils en meurent. C'est ce qui a été la cause de ce conflit entre les Arabes Shoa et les pêcheurs Mousgoun du nord du Cameroun. Et ça fait plusieurs morts et des centaines et des centaines de déplacés. Donc, HD, ayant constaté ces conflits liés au changement climatique et à la disponibilité des ressources, a essayé de réfléchir qu'est-ce qu'il faut faire pour que nous puissions trouver une façon pour permettre aux communautés de résoudre leurs conflits en s'inspirant de leur culture, en s'inspirant de tout ce qu'ils sont en train de faire et pour garder la cohésion sociale entre les différents utilisateurs de la ressource. C'est là où on a mis au point ce qu'on appelle médiation agropastorale. Médiation agropastorale, c'est une médiation ou une méthodologie de résolution des conflits liés à l'accès aux ressources naturelles et basée sur la valorisation des cultures des uns et des autres. Donc, par ce qu'on appelle une étude de base, on identifie au niveau communautaire les individus qui sont impliqués dans les décisions au quotidien des communautés, dans la résolution de conflits, dans les liens avec les autres communautés. On met ces communautés en réseau et ensuite on renforce leurs capacités afin qu'ils puissent, par leurs mécanismes de prévention et de gestion de conflits, résoudre leurs propres conflits. Il arrive souvent que ces mécanismes n'arrivent pas à prendre en charge, que ces communautés n'arrivent pas à prendre en charge leurs propres conflits par leurs propres mécanismes. Et c'est là où HD les accompagne pour essayer d'asseoir les communautés, d'asseoir les parties en conflit afin de les amener à trouver des solutions et à résoudre ces conflits. De 2015 à 2022, on a mis en place 92 réseaux dans les pays que vous voyez. Ça va de la Mauritanie jusqu'en RCA et en descendant vers la côte, vers le Togo. 92 réseaux de médiateurs agropastoraux qui regroupent en totalité 2800 médiateurs agropastoraux, dont 683 femmes, dans 174 communes et un nombre de régions. Donc, qu'est-ce que ces médiateurs agropastoraux ont pu faire? Après leur mise en réseau, leur renforcement de leur capacité, ils ont pu résoudre 2500 conflits de basse intensité. Ensuite, HD les a accompagnés à résoudre environ 96 conflits de plus haute intensité qui dépassent, dont la capacité de résolution dépasse les médiateurs agropastoraux. Donc, qu'est-ce qu'on a pu faire? On a remarqué aussi qu'il y a une nouvelle donne qui s'est ajoutée au changement climatique, aux effets des changements climatiques et aux relations entre changement climatique et les conflits. Quelle est cette donne? C'est aussi l'insécurité. Cette insécurité a poussé les populations à se déplacer. Les djihadistes ont commencé à attaquer les populations et à les pousser à leur déplacement. Et ces djihadistes, ce déplacement, souvent, ça s'est fait sans même une brindille, souvent, ça s'est fait aussi avec les animaux. On a remarqué que ces gens-là, ils viennent s'installer au bord des grandes villes ou bien au bord des cours d'eau. Et c'est là où on a remarqué qu'il y a des conflits entre les populations d'accueil de la vallée du fleuve Niger à Gao et les déplacés qui viennent avec leurs animaux. Parce que des ressources qui ont déjà diminué sous l'effet du changement climatique, qui n'arrivent déjà pas à prendre en charge les populations, reçoivent d'autres communautés avec d'autres animaux. Et des conflits se multiplient à ces niveaux. Nous, on les a accompagnés à s'asseoir, à essayer d'analyser la situation ensemble parce que dans leur aussi culture, c'est qu'il ne faut pas refuser l'étranger parce que tu es appelé à aller chez lui.
Donc, si tu ne dois pas le refuser, il faut t'asseoir avec lui pour s'entendre sur le minimum pour pouvoir exporter le peu de ressources. On les a aidés à essayer de fixer des calendriers d'entrée et de sortie des animaux, à remettre à jour les règles d'accès et d'exploitation des ressources naturelles et à mettre en place un comité mixte de suivi ou de surveillance des conflits qui vont surgir au cours de l'exploitation des ressources naturelles entre les populations d'accueil et les réfugiés avec leurs animaux. Donc, voilà un peu, grosso modo, ce que HD fait en termes d'accompagnement des communautés pour résoudre leurs conflits et en termes d'accompagnement des communautés pour accueillir les communautés déplacées avec leurs animaux. Maintenant, je finirai avec les défis qu'on a rencontrés ou bien qui se posent encore. Le premier défi, c'est le défi de faire face à l'insécurité. Je me rappelle, un chef de tribu m'a dit, Moustapha, si vous nous abandonnez parce qu'il y a de l'insécurité, ne revenez pas demain dire que vous allez nous aider. C'est aujourd'hui qu'on a le plus besoin de votre aide. Donc, il y a ce défi de s'adapter aux intervenants, de parvenir à adapter leurs outils, de parvenir à adapter leur méthodologie pour pouvoir aider les populations qui sont dans les zones insécurisées sans s'exposer soi-même à l'insécurité. Le deuxième défi, c'est la complémentarité entre le soft et le hard. C'est vrai que nous faisons de la médiation. On peut asseoir les communautés ou les parties en conflit pour résoudre, pour que rapprocher les positions et qu'ils trouvent un terrain d'entente. Mais pour consolider ces résultats, il faut qu'il y ait quelqu'un derrière qui puisse les apporter, ceux pour lesquels ils se battent. Quand les communautés se battent autour de l'eau, il faut qu'ils aient de l'eau. Quand ils se battent autour des couloirs de passage, il faut que l'on puisse baliser ces couloirs-là afin que ça soit visible pour tout le monde. Donc, ce défi de complémentarité du soft et du hard se pose encore au Sahel. Il y a un troisième défi qui est celui de la responsabilité des communautés dans la résolution de leurs conflits. Très souvent, on vient souvent avec des outils, des méthodologies qui ont peut-être fait leurs preuves ailleurs, et on vient, on est spécialiste, on va proposer des choses qui ne peuvent pas rapprocher les positions des gens. Les conflits appartiennent aux communautés. Et c'est eux qui doivent s'asseoir et déterminer les choses sur lesquelles ils vont s'entendre pour se réconcilier ou pour finir leur conflit. Donc, il faut qu'ils soient au devant et qu'ils soient au milieu à toutes les étapes du processus de médiation. Ensuite, il y a aussi cette inclusivité qui amène à inclure les représentants des autorités communales, les représentants des autorités administratives, les services techniques. Il faut que le processus soit inclusif. C'est un défi à relever. Le quatrième défi, c'est celui-là de s'adapter aux changements politiques qui interviennent dans le Sahel aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de pression sur les intervenants, sur les partenaires. Et certains partenaires ont abandonné, tandis que les communautés ont encore besoin d'eux. Cette instabilité, je pense qu'il faut que les gens puissent développer des outils, qui développent des méthodologies pour pouvoir s'adapter à cette instabilité politique et continuer à aider les communautés. Et le dernier, je vais finir là-dessus, le dernier défi, c'est celui-là de la flexibilité pour prendre en compte les changements qui interviennent dans le contexte. Mhm. Aujourd'hui, les contextes sahéliens vont très vite. Ce contexte qui a passé la journée aujourd'hui, ce n'est pas le même contexte demain. Il faudrait bien que nous puissions être flexibles parce que souvent, nos projets sont rédigés entre quatre murs. Et quatre murs qui ne prennent pas en compte toutes les réalités du contexte et de son changement. Il faudrait bien que nous soyons plus flexibles pour prendre en compte les changements qui interviennent dans les contextes et les aspirations des communautés pour lesquelles on intervient pour faire la médiation. Je m'arrête là. J'espère que j'ai épuisé mes 7 minutes et que je n'ai pas débordé. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Al-Mustafa. C'était très, très, très intéressant et merci beaucoup pour vos réflexions pertinentes aussi, les défis. Euh, je suis sûre qu'il y a plein de voilà, sujets pour la discussion et les questions après le panel. J'ai aussi apprécié votre question sur la flexibilité qui me maintenant aide à inviter peut-être Roisin pour commencer sa présentation, pour donner sa réflexion sur le rôle qui pourra jouer l'Union européenne comme partenaire. L'Union européenne a développé des stratégies et aussi des approches de plus en plus intégrées. Il y a aussi la stratégie ou l'idée aussi d'opérer sur le nexus entre l'humanitaire, le développement et paix et sécurité. Y inclut aussi le changement climatique. Donc, Roisin, est-ce que tu pourras donner votre voilà, réflexion sur ces questions, comment l'Union européenne a essayé d'aborder ces sujets et voilà, quel rôle pourra jouer l'Union européenne dans le Sahel pour confronter ces défis qu'on voit maintenant. Merci, Roisin. Merci Sophie et merci de m'avoir invitée. Je vais d'abord parler un petit peu de l'évolution du cadre politique dans cette matière avant de passer au cas du Sahel en particulier. Mais je pense que bah, le nexus, comme tu l'as décrit, et l'importance met en relief justement de l'importance de ce qu'on appelle l'approche intégrée, non, au Sahel. Donc, pour nous, ça, c'est une action pleinement concertée des acteurs du domaine humanitaire, de développement et de la paix et sécurité. Nous, on sait depuis longtemps que pour faire face aux défis complexes et multidimensionnels, il faut des réponses aussi complexes et multidisciplinaires. Mais on n'a pas toujours réussi à le privilégier dans la réalité, surtout dans des contextes comme le Sahel, où l'action a été souvent marquée par des impératifs de l'urgence. Si on ajoute la complexité de tenir compte des interdépendances entre le changement climatique dans un cadre politique qui très souvent cherche à rationaliser, on risque d'oublier de prendre le temps d'analyse et de consultation nécessaires pour tenir pleinement compte de dynamiques très complexes. Par exemple, moi j'étais basée au Sahel de 2015 ou 2019. À l'époque, on parlait bien sûr des saisons de pluie, les dynamiques et les cycles hydrologiques dont il a fait référence à Mustapha, les zones inondées, les tensions agropastoralistes, mais le cadre conceptuel était beaucoup moins développé par rapport à aujourd'hui. Et c'est bien en regarder ces phénomènes comme étant évidemment liés. Finalement, ils ont été souvent traités en parallèle aux actions d'appui au renforcement de la gouvernance, du développement et de la sécurité des populations. Aujourd'hui, je pense qu'en très peu de temps, notre compréhension de l'envergure de ce défi a énormément avancé dans assez peu de temps. Nos orientations politiques parlent du changement climatique non seulement comme un phénomène avec une capacité sans précédent de multiplier des tensions déjà existantes et soulever de nouveaux défis. Cet effet aggravant est reconnu depuis des années, je pense, à l'intérieur des différents documents politiques de l'Union européenne, par exemple dans la stratégie intégrée de l'UE pour le Sahel, et demande une réponse locale, nationale, régionale et internationale. Donc, ce qui a changé maintenant, c'est qu'on se voit obligé par les divers événements et dynamiques dans des contextes vulnérables et une base d'évidence incontestable de la nécessité de tout intégrer à chaque étape de l'action. Voilà pourquoi, par exemple, la communication conjointe de l'UE sur le changement climatique et la sécurité marque pour moi un tournant dans notre action. Ça sert à aider à rapprocher l'écart entre les différents domaines et justement relier les points pour aider à augmenter la résilience dans les régions les plus vulnérables comme le Sahel.
On priorise dans cette communication, entre autres actions, la planification, la mise en œuvre qui sont fondées sur d'analyses fiables portant sur les liens entre climat et environnement, paix et sécurité. Aussi, la concrétisation de la réponse aux défis climatiques et sécuritaires, notamment en les intégrant dans nos analyses des conflits régionaux et nationaux. Et le renforcement des partenariats internationaux et multilatéraux. Donc, pour parler de la réalité de l'application de ce cadre politique, Sophie, tu me proposes de parler de bonnes pratiques. Il y en a. Et je pense que notre engagement au Sahel a beaucoup servi pour apprendre. J'en tire de deux programmes en particulier. Le Fraxus qui a été mis en œuvre au Niger, au Mali et au Tchad, soulignant l'importance d'une approche transfrontalière. Le Fraxus partait d'une analyse systématique des conflits et des études locales des risques climatiques et le combinait avec des processus de dialogue et des cadres très approfondis. Je pense que cela permet une vision partagée de la situation, a permis d'aborder les questions très sensibles au niveau communautaire, hein, et de favoriser l'inclusion de tous les acteurs. On a bien constaté que cette approche multisectorielle a permis la flexibilité. Je pense que ce qui est souvent vu comme un inconvénient, c'est la lenteur de tel processus, mais il faut investir dans ces processus à long terme si on veut assurer la durabilité des actions et ensuite pouvoir les répliquer à plusieurs niveaux. Une autre intervention et action qu'on a soutenue, c'était au Burkina Faso. Ça s'appelle le WAKANDA, c'est le West African Knowledge for Agriculture, Nature and Development Activities. Et donc, c'était un projet qui couvre 3 aires protégées et qui intervenait dans 26 villages autour de ces aires. Donc, il s'agissait d'une diversification, un appui à la diversification des activités génératrices de revenus et une dynamisation des structures au niveau des villages, soit par renouvellement des structures existantes, soit par l'accompagnement. Et ensuite, une formation du personnel à disposition des autorités locales, à savoir la mairie dans la plupart des contextes. Ce qui a été vraiment essentiel pour la réussite de cette action, c'était une bonne compréhension des dynamiques de pouvoir et les modes d'organisation dans les villages afin de faciliter la cohésion sociale, relever des défis comme une potentielle stigmatisation, mais aussi éviter le risque omniprésent de soutien à la maladaptation, tout en voulant transformer les systèmes, mais sans avoir cette connaissance très, très profonde des dynamiques. Donc, je pense que pour nous, en conclusion, il y a des leçons à vraiment identifier sur la réponse programmatique. Cela vaut pour la Sahel, mais ça vaut pour plein d'autres engagements de l'Union européenne ailleurs qui cherchent à justement concilier et à rapprocher cet écart entre le travail en tout ce qui est changement climatique et environnement et le travail dans le domaine de la sécurité. Cela doit être basé sur une analyse profonde et sensible aux conflits, y compris et privilégiant l'analyse des populations sur place. Donc, il faut parler et privilégier cette approche impulsée par les données et tout ce qui est l'apport technologique, l'observation de la Terre, hein, mais il faut qu'on évite la mise à l'écart des pratiques et connaissances locales. Donc, je pense que cette approche est utile seulement dans la mesure où ces données et cette recherche est accessible et exploitée. Donc, ce n'est pas une fin en soi,
Elle doit être intégrée à tout moment dans nos actions. Euh, ces interventions devraient être multidimensionnelles, multidisciplinaires, intégrant l'expertise scientifique et l'assistance technique avec les capacités de médiation par le biais des organisations comme HD, mais aussi des actions de développement. On a bien vu qu'une approche sectorielle ne peut jamais relever un défi de telle complexité. L'engagement doit être multiniveau aussi. On réclame tous toujours plus de coordination pour éviter la duplication. Ça aussi, c'est important. Mais l'articulation verticale doit être aussi renforcée, surtout entre le niveau local et national. Donc, c'est-à-dire, l'action communautaire doit être appuyée par des réponses institutionnelles. Certes, dans des contextes complexes comme celui de Sahel aujourd'hui, c'est assez complexe, mais il faut qu'on continue à rester présent et à appuyer cette réponse institutionnelle. Euh, ces, ces approches doivent être transfrontalières. Je pense que c'est une évidence pour tous dans un contexte comme le Sahel. Et voilà pourquoi plusieurs interventions qui cherchent à travailler sur ce genre de défis sont transfrontalières pour justement intervenir à tous les niveaux. Au niveau communautaire, il faut, comme je dis, éviter la fragmentation et la création des nouvelles instances. Je pense qu'il faut partir de l'existant dans une logique multidisciplinaire et favoriser les réseaux qui, qui aident à augmenter les capacités et à vraiment créer des liens entre une gamme très large d'acteurs. Il faut que tout cela débouche dans des processus de dialogue, des cadres très approfondis qui creusent, et là encore, il a été très clair là-dessus, Al-Mustafa, qui creuse dans les sujets d'accès et de gestion. Et il faut que cette approche soit conciliée avec une transformation systématique. Et donc, au niveau institutionnel, comme je dis, c'est plus complexe, mais il faut qu'on reste présent pour justement appuyer les partenaires au niveau local avec un renforcement de la coordination institutionnelle. Donc, j'espère que comme cela, l'Union européenne restera présente et sera un acteur clé à appuyer, à relever le défi et les défis complexes du Sahel dans ce domaine. Merci, Sophie. Merci beaucoup, Rochine, pour cette contribution et votre réflexion. Ça a été très intéressant. Et j'ai aussi noté ce que vous avez dit sur la durabilité, la complexité, mais aussi la nécessité de l'Union européenne de rester engagée, rester présent, ce qui aussi a été dit par Al-Mustafa dans ce moment qui est très, très difficile pour la région. C'est là que les besoins sont le plus haut pour le moment. Malheureusement, notre panéliste de l'autorité de l'Itaku-Gourma n'a pas encore arrivé. Donc, voilà, je vais passer à Oli directement pour sa réflexion. Oli, on a entendu, voilà, tas des éléments super intéressants, super pertinents. Avant qu'on ouvre les questions de l'audience, je vois déjà une question dans le Q&A, on va certainement le traiter. Quels ont été les éléments qui vous semblent le plus pertinents, le plus intéressant dans ce qu'on a entendu ce matin? Merci, Ouais, Oli. alors, merci beaucoup et merci pour cette invitation. C'est un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Au niveau au point de présentation, j'ai géré un projet dans la zone frontalière de l'Iptako-Goma entre Niger, Mali et Burkina Faso pendant les dernières 2 ans, en 2022-2023. Et nous avons travaillé avec les parties prenantes locales pour vraiment sur 2 volets de projet, un peu sur le point de vue de médiation et comment on peut intégrer un point de vue environnemental
dans la médiation, comme Al-Mustafa a dit, a raconté nous beaucoup d'expériences de IT Center sur ce point-là. Et un deuxième, c'est sur la gestion de les ressources naturelles et comment on peut intégrer un point de vue de paix et la consolidation de paix dans la gestion de ressources naturelles. Donc, nous avons travaillé avec un groupe de 9 organisations de tout niveau, de toute échelle, avec les chefs coutumiers, mais aussi avec les institutionnels, les institutions gouvernementales aussi. Donc, avec un point de vue assez différent et aussi quelques expériences assez différentes. Mais c'est difficile à clôturer une discussion très riche, mais je peux dire que j'ai pris 4 points. Le premier, je dirais, c'est comme Mustapha a dit, il faut évidemment euh, se concentrer sur les ressources naturelles, les sécheresses historiques, parmi les diverses causes profondes de conflits. Euh, Par exemple, la mauvaise gouvernance, l'exploitation par les groupes armés. Donc, c'est comme nous avons discuté, c'est important de s'attaquer aux facteurs environnementaux de conflits dans la région de l'Iptako-Goma et le Sahel aussi plus grand pour contribuer à la résolution de la crise sécuritaire qui est comme Roshin a dit, c'est vraiment complexe et sur le long terme. Le deuxième point, euh, et peut-être vous me permettez d'ajouter quelque chose à Al-Mustafa, c'est comme il a dit, il a raconté les mesures environnementales pourraient soutenir les efforts de médiation, mais aussi de résilience climatique. Et pour ça, il faut penser de travailler avec les parties prenantes locales dans manière transfrontalière, comme Roshan a dit. Et puis, c'est vraiment important de se concentrer sur ça, d'essayer de trouver les dividendes de paix qui peuvent aider les accords de paix d'être un peu plus durables. Mustapha a parlé je pense que le 96 accord de paix que HG Center a facilité dans la région, les Pagogoma. Et 2 tiers de cet accord de paix ont un point de vue, un niveau, un pilier de ressources naturelles. Donc, si vous pouvez intégrer un point de vue, l'accès aux ressources naturelles dans les accords pour qu'ils puissent être plus durables. Donc, c'est très important pour éviter que les accords sont très fragiles et s'effondrent très vite. Le troisième point, comme nous avons vu, il existe beaucoup de connaissances, expériences endogènes au tout niveau, notamment au niveau local, qui peuvent essayer de relever les défis environnementaux, sécurité et développement dans ce contexte de crise de gouvernance au Sahel. Donc, c'est vraiment important de comprendre les positions, les intérêts, les besoins des différentes parties prenantes au Sahel, euh, et notamment en ce qui concerne les valeurs politiques, la sécurité, les services de base et les possibilités de développement, comme Roshin a dit. Euh, et si on peut changer un peu l'approche historique, euh, on peut changer un paradigme en faveur d'une approche moins militarisée de la sécurité et on peut mettre l'accent sur le dialogue et la médiation et mettre et, souligner la priorité de la résolution des problèmes socio-économiques et environnementaux. Euh, et le quatrième point, comme Roshin a dit, il faut créer un espace pour repenser les modes traditionnels de coopération face à cette crise régionale. Historiquement, les acteurs internationaux se sont principalement focalisés sur la lutte contre le terrorisme. Peut-être on peut dire avec négligeant la question cruciale de gouvernance, notamment la corruption généralisée et la gouvernance de ressources naturelles telles que les terres et l'eau.
Donc, c'est vraiment important de rester engagé, comme Rochine a dit, de travailler dans une approche transfrontalière, de penser de comment on peut aider la gestion des ressources naturelles dans une manière qui puisse renforcer le pays. Mais aussi, peut-être si vous permettez d'ajouter un cinquième point, d'essayer les acteurs, d'aider les acteurs sahéliens à tout niveau pour accéder aux ressources financières, y compris le financement de l'adaptation au changement climatique et comment on peut faire cette adaptation, comment on peut investir dans une manière qui peut consolider le pays en même temps que aider avec la résilience climatique. Donc, je vais finir ici. Je vais passer la parole à vous, Sophie, et avec un grand merci. Merci beaucoup, Oli, pour ces points inspirants pour la discussion, pour continuer la discussion. Et merci aussi d'ajouter le point sur le financement. Tout le monde est conscient que c'est un défi énorme, mais que le potentiel qu'elle a pour relever, pour vraiment soutenir les méthodes et la connaissance qui se trouvent déjà sur le terrain dans ces communautés est immense. Donc, merci pour ajouter ce cinquième point. Voilà, je pense qu'on peut partir, on peut passer aux questions. Et j'invite aussi les participants d'ajouter leurs questions dans la partie questions-réponses. Je vois qu'il y a déjà une question de Bauko Otto pour Al-Mustafa. Quelles sont les méthodes dans votre approche pour identifier les facteurs clés qui jouent un rôle dans les causes ou qui causent des conflits? Donc, quelle a été la méthode